Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple, mais qui en réalité est au cœur de tout. Qu'est-ce que c'est la liberté? On va explorer ensemble une vision des choses qui bouscule un peu la définition classique, celle que finalement on connaît tous. Alors ça, cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois, pas vrai? Dans les cours de philo, les débats à la télé, partout. Et franchement, elle sonne bien. Ça semble être le bon sens incarné. Une jolie formule, très élégante pour parler des limites de ce qu'on peut faire. Oui, mais si on creuse un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La source sur laquelle on s'appuie le dit très bien. Cette phrase, elle nous donne une frontière, un début et une fin, mais elle ne dit absolument rien sur ce qu'il y a à l'intérieur. La liberté, c'est quoi au fond? Un truc juridique, économique? C'est un cadre sans la toile? Et voilà, on touche au cœur du problème. Cette définition qu'on retrouve dans des textes fondateurs, comme la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, elle est tellement obsédée par les limites de la liberté qu'elle oublie de nous dire ce que c'est, sa substance. C'est exactement ça. On a les bords du tableau, mais la toile, elle, reste désespérément blanche. Alors, face à ce flou, un penseur libertarien, Murray Rothbard, a mis sur la table une définition radicalement différente, beaucoup plus concrète. La voici. La liberté, c'est le droit de faire ce qu'on désire de sa propriété privée. Et là, ça change tout. La perspective est complètement retournée. Bon, alors allons-y, décortiquons ça. La définition a l'air simple comme ça, mais en fait, toute sa force se tient en trois mots. Trois mots-clés qui, ensemble, redéfinissent complètement le jeu. Premier mot, droit. Très important. Ici, la liberté, ce n'est pas juste « je peux faire ça ». Et ce n'est surtout pas un pouvoir qu'on impose aux autres. Non, c'est un concept qui est symétrique. C'est-à-dire que ma liberté est reconnue par les autres exactement comme je reconnais la leur. Pas de hiérarchie, pas de plus fort, c'est un accord mutuel. Deuxième mot, le verbe « faire ». Ça veut dire que la liberté n'est pas quelque chose de passif. C'est la liberté d'agir, de bouger. Et pour cette école de pensée, l'action humaine, c'est fondamentalement une action économique et sociale. Agir, c'est interagir, c'est commercer, échanger, négocier. L'idée vraiment forte derrière ça, c'est qu'au final, il n'y aurait pas d'autre liberté vraiment fondamentale que la liberté économique. Et enfin, le troisième mot, peut-être le plus important, propriété. C'est vraiment la clé de voûte de cette définition. Pourquoi ? Parce que la propriété privée, c'est ce qui vient résoudre le casse-tête sans fin du « ma liberté contre celle des autres ». Comment ? En délimitant des frontières claires, des sphères où la volonté d'une personne est absolue. La liberté de quelqu'un est totale, chez lui, sur ce qui lui appartient, et celle de l'autre est totale, chez lui. C'est simple, c'est clair. Donc, si on résume, on voit que cette définition, elle tisse un lien super étroit entre le droit et l'économie. La liberté, en gros, c'est un droit qu'on exerce sur sa propriété pour agir économiquement. Simple. Mais ça nous amène à une question fondamentale, celle de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que le droit est la condition de base qui permet l'économie? Ou est-ce que c'est l'inverse? Eh bien, pour y répondre, la pensée libertarienne nous propose de tout retourner, de voir les choses à l'envers. Et si le droit n'était pas le point de départ de tout? Et s'il était en fait une conséquence de nos actions? C'est la question centrale de cette analyse. Est-ce que c'est le droit qui rend l'action économique possible ou est-ce que c'est l'action économique qui a fait naître le besoin de droit? Pour piger ça, il faut remonter à l'origine du problème. Et ce problème fondamental, il tient en un mot, la rareté. Pensez-y une seconde. Si tout, absolument tout, existait en quantité infinie, il n'y aurait jamais de conflit. Jamais. Pourquoi se battre pour quelque chose qu'on peut avoir à volonté? Le besoin d'avoir des règles, il n'existerait tout simplement pas. C'est ce qu'explique très bien l'économiste Hans Hermann Hoppe. Pour lui, l'éthique et donc les lois n'existent que parce que les choses sont rares. C'est la rareté qui crée le problème. Et donc la conclusion logique, c'est que toute éthique, pour être bien pensée, doit être avant tout une théorie de la propriété. C'est-à-dire une théorie qui répond à la question qui a le droit de contrôler quoi pour éviter que les conflits ne deviennent insolubles. Et attention, cette idée ne sort pas de nulle part. Bien avant Hoppe, un économiste français, Jacques Ruff, disait déjà un peu la même chose. Pour lui, la propriété a été inventée pour une raison très simple, empêcher que tout le monde se batte pour les mêmes choses, pour éviter ce qu'il appelait les prétentions concurrentes. C'est donc un acte de pacification, un outil pour calmer le jeu, qui est né d'un besoin économique pur et dur. Alors là, on voit que cette perspective, elle change absolument tout. Le droit, ce n'est plus un grand livre de règles immuables tombé du ciel. Non, ça devient quelque chose de vivant, de dynamique.
quelque chose qui bouge et qui évolue en permanence au rythme de nos actions. Prenons un exemple tout bête pour que ce soit bien clair, acheter une fleur. Étape 1, quelqu'un a une pièce d'1 euro. C'est sa propriété, il a des droits dessus. Étape 2, un fleuriste a une fleur. C'est sa propriété, il a des droits dessus. Et là, l'échange a lieu. Mais ce qui est échangé, au fond, ce ne sont pas juste les objets. Ce sont les droits de propriété sur ces objets. C'est ça qui est crucial. Et une fois l'échange fait, la structure des droits dans la société a subtilement changé. Le droit est donc redessiné en permanence, par des millions de petits échanges comme celui-là chaque jour. Il est en mouvement constant. Bon, je sais, ça peut paraître un peu abstrait, tout ça, la structure des droits qui change, mais en fait, il y a des exemples de ça tout autour de nous. Et la source qu'on analyse en donne un qui est particulièrement génial. Imaginez la scène. Le métro parisien, heure de pointe. Une rame complètement bondée. Le chaos, ça pousse, ça sent le renfermer. À première vue, on est d'accord, ça ne ressemble pas vraiment à une situation de droit. On est loin du tribunal, hein. Et pourtant, dans cette rame, chaque personne négocie son petit espace vital. Ça pousse un peu d'un côté, ça résiste de l'autre, et de proche en proche, un équilibre, certes précaire, finit par se créer. Et ce qui est fou, c'est que malgré cette promiscuité, la violence est rarissime. Chacun est en train de revendiquer et d'ajuster son droit à l'espace en direct. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle un ordre spontané. Le droit émerge de lui-même, de la simple concurrence pour une ressource rare, ici l'espace. Et toute cette analyse nous amène à une pensée finale. Une pensée un peu vertigineuse, il faut bien l'avouer. Si le droit n'est pas quelque chose de figé, mais une conséquence vivante de nos actions, si l'ordre peut naître tout seul, spontanément, de nos interactions, alors la question se pose inévitablement, et si la véritable source de notre droit, et donc de notre liberté, ce n'était pas l'État, et si c'était le marché lui-même? C'est une idée qui, c'est sûr, laisse matière à réfléchir.